Vous avez été trompé. Dès le tout premier jour où vous avez ouvert un manuel d'histoire à l'école, et jusqu'au moment où vous êtes entré pour la première fois dans une salle de musée pour admirer des statues antiques. On vous a dit que le temps était impitoyable. On vous a inculqué que le vent, le sable et la pluie effaçaient les traits du visage des grands souverains du passé. Mais regardez de plus près. Rapprochez-vous de l'écran. Pourquoi des milliers de statues, découvertes sur différents continents, de l'Égypte à l'Amérique du Sud, de Rome à l'Inde, sont-elles précisément dépourvues de nez? Pourquoi le temps attaque-t-il si sélectivement cette partie du visage, laissant intactes les oreilles, les cheveux et même les fines draperies des vêtements? Ce n'est pas de l'érosion, ce n'est pas un hasard. C'est une opération chirurgicalement précise visant à effacer la mémoire de toute une civilisation. On nous a menti toute notre vie sur qui a réellement construit ce monde. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi les historiens officiels réagissent si nerveusement aux questions concernant les visages ébréchés? Ils nous nourrissent de fables sur des vandales, des fanatiques religieux ou des soldats napoléoniens qui se seraient prétendument exercés au tir sur le sphinx. Mais activons notre esprit critique et la simple logique. Imaginez l'ampleur. Il ne s'agit pas de dizaines, mais de centaines de milliers de sculptures à travers la planète. Beaucoup d'entre elles sont faites de granit, de basalte et de diorite. Ce sont des roches d'une dureté incroyable. Essayez de prendre un marteau et un ciseau et de briser le nez d'une statue de granit sans endommager le reste de la tête. Cela vous prendrait des heures, sinon des jours, de travail physique extrêmement ardu. Et maintenant, multipliez cela par le nombre de musées et de zones archéologiques du monde. Quelqu'un a accompli un travail colossal. Quelqu'un a dépensé des millions d'heures de travail humain, non pas pour créer, mais pour la destruction ciblée de signes d'identification. Pourquoi? La réponse effraie par sa simplicité et son cynisme. Le visage, c'est le passeport. Le nez, les arcades sourcilières, la forme du menton et des lèvres révèlent sans équivoque l'appartenance raciale. Si vous voyez un visage, vous savez qui est devant vous. Et c'est précisément cette connaissance qui est la plus dangereuse pour ceux qui ont réécrit l'histoire au XIXe et XXe siècle. Ils ont mutilé les visages pour que vous ne deviniez jamais que les bâtisseurs des pyramides, des temples antiques et des cathédrales incroyables n'avaient rien en commun avec les peuples qui vivent aujourd'hui sur ces territoires. Ce n'était pas une guerre contre la pierre. C'était une guerre contre la mémoire génétique de l'humanité. La science officielle affirme que les anciens Égyptiens ont construit les pyramides en utilisant des ciseaux en cuivre et des cordes. Mais regardez les statues des pharaons de cette période. Une symétrie parfaite, un polissage impossible sans tours et sans haute technologie. Et la plupart de ces statues ont les nez cassés. Pourquoi? Parce que si nous avions vu leur vrai visage, toute la chronologie construite par les académiciens se serait effondrée. Peut-être ces visages appartenaient-ils à des personnes de race caucasienne, là où ils ne devraient pas être? Ou au contraire, aurions-nous vu les traits de ceux qui sont considérés comme des peuples primitifs, mais qui maîtrisaient les technologies de vol et de découpe laser? Ou bien s'agissait-il de visages de géants, dont il nous est interdit de savoir? La destruction des visages est un acte d'appropriation de la propriété d'autrui. Imaginez que vous ayez conquis un palais étranger, entièrement équipé, avec des meubles, des tableaux et une bibliothèque. Vous ne pouvez pas en construire un pareil. Vous n'avez ni les connaissances, ni les outils. Mais vous voulez y vivre et en être appelé le maître. Que ferez-vous en premier? Vous arracherez les portraits des anciens propriétaires des murs, et si les portraits sont sculptés dans la pierre et font partie des colonnes porteuses. Vous prendrez une masse et leur casserez les visages, afin que vos enfants, qui grandiront dans ce palais, n'apprennent jamais qu'ils ne sont que des squatteurs, installés dans les ruines d'une civilisation plus développée. Jetez un œil aux statues en Inde. Les complexes de temples, taillés dans une seule roche, frappent l'imagination. Et encore la même image, les visages des divinités et des héros sont défigurés. Les historiens nous disent
ce sont les conquérants d'une autre foi qui ont fait cela. Admettons. Mais pourquoi les conquérants, ne possédant que des armes primitives, ont-ils dépensé tant d'efforts pour enlever soigneusement les nez, au lieu de simplement démolir les statues entièrement? Cela ressemble à l'exécution d'un ordre clair venu d'en haut, une instruction pour dissimuler l'épreuve, comme si une Sonderkommando avait parcouru le monde entier avec un seul objectif: dépersonnaliser le passé. Nous sommes au seuil d'une grandiose révélation. Les statistiques sont une chose têtue. La probabilité que le nez de 5000 statues tombe accidentellement est nulle. C'est une impossibilité mathématique. Cela signifie que nous avons affaire à une intention délibérée. Et cette intention est globale. Elle ne connaît pas de frontières d'État. Celui qui a donné cet ordre possédait le monde, ou du moins, contrôlait le champ d'information sur tous les continents simultanément. Cela nous pousse à reconsidérer les événements du passé récent. Et si la soi-disant Antiquité n'était pas il y a des milliers d'années, mais très récemment? Et si la catastrophe qui a détruit le monde précédent s'était produite il y a seulement 200 ou 300 ans? Et ceux qui sont arrivés au pouvoir après elle ont commencé un nettoyage massif. Ils ont découvert des villes remplies de monuments majestueux. Des villes où se dressaient encore les statues des véritables bâtisseurs, des véritables dirigeants du monde. Ces statues regardaient les nouveaux maîtres de la vie avec un reproche muet. Leurs visages révélaient une vérité qui ne pouvait être admise dans les manuels scolaires. Avez-vous déjà remarqué à quel point de nombreux bustes romains ont l'air étrange? La tête est faite d'un marbre, et le nez est rapporté, fait d'un marbre différent, clairement plus tard. C'est ce qu'on appelle la restauration. Mais cela ressemble plus à une opération de chirurgie plastique pour changer d'identité. On nous refile des contrefaçons. On nous montre des Frankenstein assemblés à partir de fragments, et on nous dit « Voici vos ancêtres ». Mais l'intuition nous chuchote autre chose. Vous ressentez une dissonance en regardant ces visages morts et remodelés. Dans cette vidéo, nous examinerons des faits qui vous feront dresser les cheveux sur la tête. Nous analyserons les capacités techniques de ces époques et prouverons qu'il était impossible de briser les visages de milliers de colosses de basalte sans équipement industriel. Nous comparerons les dates des soi-disant invasions barbares et des périodes d'iconoclasme, afin de déceler un schéma caché. Nous plongerons dans l'abîme de la falsification qui dure depuis plusieurs siècles. Préparez-vous. Ce que vous allez apprendre ensuite vous forcera à reconsidérer non seulement l'histoire, mais aussi votre place dans ce monde. Car s'ils ont si soigneusement caché les visages de nos prédécesseurs, cela signifie que le secret de leur origine est la clé pour comprendre qui nous sommes réellement et pourquoi nous sommes gouvernés de cette manière. L'histoire officielle craque de toutes parts, les contradictions surgissent de toutes parts. Comment expliquer qu'en Chine, on trouve des momies de personnes blanches vêtues de motifs celtiques et que des statues en Amérique centrale présentent des traits sémitiques ou africains très prononcés, qui ont ensuite été soigneusement brisés? La mondialisation existait bien avant que ce mot ne soit inventé. Le monde était unifié, et il était habité par une civilisation dont nous commençons seulement à prendre conscience de la puissance. Mais quelqu'un de très influent a décidé d'appuyer sur le bouton « Effacer ». Quelqu'un a décidé que l'humanité devait oublier ses vrais parents et accepter des parents adoptifs, désignés par le système. Passons des soupçons généraux aux faits tenaces de la science des matériaux, qui détruisent le tableau officiel du monde comme un château de cartes. Prenez n'importe quel manuel de géologie et trouvez l'échelle de Mohs. C'est l'échelle de dureté des minéraux. Le cuivre et le bronze, les principaux outils que les historiens attribuent aux bâtisseurs antiques, ont une dureté d'environ 3 ou 4 unités. Le granit, le basalte et la diorite, dont sont faites les statues les plus majestueuses et mystérieuses, ont une dureté de 6 à 8 unités. Tenter de travailler la diorite avec un ciseau en bronze, c'est comme essayer de scier une armature en acier avec une règle en bois. L'outil sera détruit en quelques minutes,
et la pierre restera intacte. Pourtant, on nous dit que les fanatiques ou les barbares brisaient les visages des statues avec de tels outils primitifs. Avez-vous déjà essayé de frapper un rocher de granit avec un marteau? Des étincelles voleront, votre main s'engourdira. Mais il est pratiquement impossible de détacher un morceau net précisément au niveau du nez sans fendre le crâne de la statue, sans un outil à grande vitesse avec un revêtement diamanté. La nature des dommages sur de nombreux colosses égyptiens indique l'utilisation de machines. Les éclats sont nets, ont souvent des traces de polissage, comme si le visage n'avait pas seulement été brisé, mais coupé avec une fraise géante. C'est un démantèlement industriel, pas un acte de vandalisme d'une foule ivre. Regardez les statues à Luxor et Karnak. Beaucoup d'entre elles se dressent à 10 ou 15 mètres de hauteur. Pour atteindre leur visage, il faut ériger des échafaudages complexes. Vous voulez dire que les envahisseurs, ayant fait irruption dans la ville dans le but de piller et de tuer, s'arrêtaient, passaient des semaines à construire des échafaudages, montaient avec des outils lourds, juste pour casser le nez d'une idole de pierre? C'est absurde. Cela n'est possible que dans un seul cas, s'il s'agissait d'un programme d'État planifié de la nouvelle autorité, doté de ressources, de main-d'œuvre et de temps. C'était un ordre bureaucratique. Effacer les visages des prédécesseurs à tout prix. Il existe un terme dont les historiens parlent à contre-cœur: l'usurpation de monuments. L'exemple le plus frappant est le pharaon Ramsès II. Son nom est gravé sur des milliers de statues, d'obélisques et de temples. Mais une analyse détaillée montre que ces cartouches sont souvent gravées sur des inscriptions plus anciennes et de meilleure qualité, parfois même grossièrement et de travers. Mais le plus terrible se passait avec les visages. Les chercheurs en histoire alternative remarquent une étrange disproportion. Sur de nombreuses statues de Ramsès, la tête semble trop petite par rapport au corps puissant. Les épaules sont larges, le torse gigantesque, et la tête est disproportionnellement petite. Savez-vous pourquoi? Parce que c'est une tête retouchée. Initialement, la statue représentait quelqu'un d'autre. Quelqu'un avec des traits de visage complètement différents, peut-être un représentant d'une autre race ou même espèce. Les nouveaux maîtres de la vie ne pouvaient pas détruire ces monuments éternels. Ils n'avaient pas le courage d'en construire les leurs. Ils ont donc ordonné aux tailleurs de pierre de couper la couche de pierre superflue et de sculpter leur propre visage sur les restes. C'est ainsi que les nez devenaient plus petits, les pommettes plus étroites, et la tête elle-même perdait en volume. C'était de la chirurgie plastique sur pierre, destinée à s'approprier la grandeur d'autrui. Mais là où il était impossible de retravailler à cause du risque de destruction de la structure, les visages étaient simplement brisés net, laissant un endroit lisse ou un éclat grossier. Une attention particulière doit être portée à la maçonnerie polygonale et aux structures mégalithiques du Pérou. Sacsayhuaman, Ollantaytambo. La version officielle affirme que les Incas ont construit cela en frappant les pierres les unes contre les autres. Mais tout ingénieur vous dira que l'ajustement de blocs de plusieurs tonnes avec une telle précision qu'une lame de rasoir ne passe pas entre eux exige des technologies du XXIe siècle. Et que voyons-nous là-bas? Des visages de dieux brisés. Les conquistadors espagnols écrivaient que les Incas eux-mêmes ne savaient pas qui avait construit ces structures. Ils disaient que les villes étaient déjà là des milliers d'années avant leur arrivée. Les Incas se sont simplement installés dans les ruines, comme nous pourrions aujourd'hui nous installer dans un gratte-ciel abandonné. Et les visages sur les anciens monolithes étaient détruits par les prêtres catholiques, les déclarant diaboliques. Mais il y a une nuance. Sur certains blocs, les traces de destruction du visage se trouvent sous une couche de plâtre ancien ou d'une maçonnerie plus tardive des Incas eux-mêmes. C'est-à-dire que les visages ont été détruits avant même les Incas. Par qui? Et de qui étaient ces visages? Transportons-nous au Mexique. Les célèbres têtes géantes des Olmecs. D'énormes rochers de basalte pesant des dizaines de tonnes. Ils ont des nez larges, des lèvres charnues, des traits clairement négroïdes, africains.
Mais attendez, l'histoire officielle affirme qu'il n'y a eu aucun contact entre l'Afrique et l'Amérique avant Christophe Colomb. Ces têtes sont une épine dans le pied de la science académique. Et savez-vous ce qu'on en a fait? Beaucoup d'entre elles ont été retrouvées délibérément enterrées ou jetées dans des ravins. Sur certaines, on voit des traces de tentatives de destruction, des sillons profonds et des creux. Quelqu'un ne voulait vraiment pas que ces témoignages de pierre des voyages transocéaniques de l'Antiquité voient le jour. Car si les Africains, ou une race qui leur ressemble, ont construit des civilisations au Mexique il y a 3000 ans, alors toute la carte de l'histoire que l'on nous dessine est fausse. Et maintenant, souvenez-vous des taureaux ailés à tête humaine d'Assyrie. Des chefs-d'œuvre conservés dans les musées. Beaucoup d'entre eux ont précisément les nez et les yeux endommagés. On pense que les conquérants croyaient que la statue était vivante et qu'en lui crevant les yeux et en lui brisant le nez, ils la privaient de sa force et de sa capacité à nuire. Une belle histoire pour les touristes. Mais pourquoi alors n'ont-ils pas touché les ailes ou les jambes? Car le taureau aurait pu s'enfuir ou frapper. Non, le coup était porté à la génétique. Le coup était porté aux caractéristiques anthropologiques. L'information sur la forme du crâne, la coupe des yeux et le profil étaient détruites. Regardez les statues de Bouddha en Afghanistan, détruites à notre époque. C'est un exemple frappant de la façon dont cela fonctionne. Mais les nettoyages anciens étaient bien plus vastes. Nous trouvons des traces d'usinage sur des statues qui sont officiellement datées de milliers d'années avant notre ère. Des traces de scies circulaires, de forêts tubulaires. Et ce sont précisément ces artefacts de haute technologie qui sont le plus souvent dépersonnalisés. Une image effrayante se dessine. Une civilisation qui possédait des technologies avancées a disparu ou a été détruite. Et à sa place, sont arrivés des gens avec des marteaux et des ciseaux qui, dans une rage impuissante et la peur de la grandeur de leurs ancêtres, ont commencé à effacer leur visage. Ils ne craignaient pas la pierre, ils craignaient la comparaison. Si un simple paysan du 19e siècle avait vu une statue de Dieu avec un visage européen au fond des jungles d'Asie ou une statue avec un visage africain dans les Andes, il aurait commencé à poser des questions auxquelles l'Église et les rois n'auraient pas eu de réponse. Les visages étaient brisés pour rendre l'histoire plate, linéaire et sûre pour les élites dirigeantes. Pour inculquer à chaque peuple qu'il avait toujours vécu ici, en isolement, et n'avait jamais eu de contact avec d'autres mondes. Diviser pour régner. Un principe qui fonctionne non seulement en politique, mais aussi en histoire. En dépersonnalisant le passé, ils ont divisé l'humanité. Mais ce n'est pas tout. Il existe des preuves que certaines statues n'avaient pas simplement d'autres traits de visage. Il existe des descriptions et des croquis de voyageurs des siècles passés où sont représentées des statues avec des particularités physiologiques inhabituelles pour l'homme moderne. Des crânes allongés, une étrange structure des pavillons auditifs, des proportions différentes des os du visage. Où sont ces statues maintenant? Une partie d'entre elles a été restaurée au-delà de la reconnaissance. Une partie est cachée dans des réserves, dont l'accès est fermé même aux professeurs. Et une partie a été détruite en poussière. La guerre contre les monuments est une guerre pour la pureté de l'espèce. Quelqu'un s'efforce très scrupuleusement de maintenir l'illusion que l'homme est le summum de la création et la seule espèce intelligente ayant jamais habité la Terre. Élargissons l'échelle. Éloignons-nous des statues individuelles et regardons les villes où elles se trouvaient. Les visages brisés ne sont qu'un marqueur, un petit détail d'une vaste opération de changement de propriétaire immobilier à l'échelle planétaire. Pour comprendre pourquoi les traits du visage des bâtisseurs ont été détruits, il faut prendre conscience de l'impossibilité de l'existence même de l'architecture du 19e siècle dans le cadre de l'histoire officielle. Jetons un coup d'œil à ce qui se passait à l'autre bout du monde, dans ce que l'on appelle le Nouveau Monde.
Pensez aux vieilles photographies des capitales d'États américains du milieu du 19e siècle. Iowa, Texas, Michigan. On nous montre des clichés en noir et blanc. Des chemins de terre, de la boue jusqu'aux genoux, des charrettes en bois, des gens en simples redingotes et chapeaux. Et en arrière-plan se dresse un Capitole gigantesque, une immense structure à dôme de style antique, avec des colonnades, des escaliers en marbre et des moulures complexes. La version officielle affirme que ces chefs-d'œuvre ont été construits par des colons qui n'avaient comme outil que des scies, des marteaux et la traction animale. Croyez-vous sérieusement que des gens qui avaient à peine eu le temps de construire des baraquements en bois pour se loger et qui luttaient pour leur survie dans des territoires sauvages aient d'abord érigé des palais romains gigantesques? Où étaient les briqueteries? Où étaient les carrières de marbre? Où étaient les chemins de fer pour acheminer des milliers de tonnes de pierres? Ils n'existaient pas. La logistique était absente. Mais les bâtiments étaient déjà là. Et ils n'étaient pas là comme des constructions neuves, mais comme des objets anciens, ayant déjà vécu, qui nécessitaient souvent des réparations. Nous arrivons à une conclusion choquante. La soi-disant colonisation de l'Amérique n'était pas la découverte de nouvelles terres, mais l'installation dans des villes vides après un nettoyage global. Et ces villes étaient remplies de statues, des statues représentant les véritables maîtres de ces palais. Les nouveaux colons, ces cow-boys et pionniers, avaient l'ordre strict de détruire les visages des anciens dieux. C'est pourquoi dans les sous-sols des musées américains gisent des milliers de fragments de statues antiques, trouvés dans le sol lors de la construction de métros ou de fondations. Elles ont simplement été jetées de leurs piédestaux et enterrées, afin de créer le mythe du Far West, qui aurait soi-disant dû être civilisé. Cela explique aussi le phénomène omniprésent des étages ensevelis. Promenez-vous dans le centre de n'importe quelle ville historique, que ce soit Kazan, Prague ou Chicago. Partout, vous verrez des fenêtres s'enfonçant dans le sol. Des fenêtres qui ne mènent nulle part, butant contre la terre. Les historiens appellent cela la couche culturelle. Mais aucun débris ne peut recouvrir uniformément des continents entiers de 3 à 4 mètres d'argile. C'est la conséquence d'un déluge. Un déluge de boue qui a détruit la civilisation hautement développée précédente. Et maintenant, le plus effrayant. Où sont passés les gens? Observez les bizarreries démographiques du milieu du 19e siècle. Aux États-Unis d'Amérique, il existe le phénomène des trains d'orphelins. Des centaines de milliers d'enfants sont transportés de la côte est vers l'ouest et placés dans des familles d'accueil. Les documents concernant leurs parents sont absents. D'où est venue cette armée d'enfants abandonnés? Où sont tous les adultes? Il existe une théorie qui glace le sang. Nous sommes une civilisation d'orphelins. L'humanité actuelle est le produit d'une restauration artificielle de la population après une catastrophe. Nous avons été élevés dans des incubateurs où des enfants survivants ont été rassemblés, leur mémoire effacée et une nouvelle histoire leur a été inculquée. Nous avons été installés dans des villes prêtes à l'emploi, mais détruites par un cataclysme. On nous a donné des technologies primitives, du charbon et des pelles, alors que nous étions au milieu de bâtiments conçus pour l'électricité atmosphérique et l'énergie libre. Les visages brisés sur les statues sont un élément de la protection psychologique de la matrice. Si ces enfants orphelins avaient vu les visages de leurs vrais parents, des géants, des atlantes, des gens avec une génétique différente, ils auraient compris qu'ils étaient étrangers ici. Ou au contraire, ils auraient compris qu'ils avaient été dégradés au niveau du personnel de service. Les visages étaient brisés pour rompre le lien entre les générations, pour que nous pensions que l'histoire est linéaire, du singe à l'iPhone. Alors qu'en réalité, l'histoire est un électrocardiogramme, où les pics de développement le plus élevés sont remplacés par des chutes à l'âge de pierre.
Regardez les cheminées dans les vieux bâtiments. Elles sont énormes. Une personne de taille moyenne peut y entrer sans se pencher. On nous dit que c'est pour le chauffage au bois. Mais ces cheminées n'ont souvent pas de conduite fumée, ou ils sont décoratifs. Les ingénieurs de l'histoire alternative supposent que c'était des installations de génération d'énergie, fonctionnant en tandem avec les dômes et les flèches sur les toits. Le métal dans ces constructions porte des traces d'exposition à des hautes fréquences, et non au feu. Lorsque les nouveaux maîtres du monde se sont emparés de ces technologies, ils n'ont pas compris comment les utiliser. Ils ont transformé les générateurs en fours pour brûler du bois. Ils ont transformé les temples de la science en cultes religieux. Et les statues de scientifiques et d'ingénieurs tenant des appareils, que nous prenons maintenant pour des sceptres et des orbes, ils les ont dépersonnalisés. En brisant le visage et en endommageant les outils dans les mains de la statue, ils ont transformé un manuel technique en idole à adorer. Nous vivons dans un monde de culte cargo. Nous copions les formes extérieures de la démocratie, du droit romain, de l'architecture antique, mais nous avons perdu l'essence. Nous utilisons les débris d'une grande civilisation, comme des sauvages qui ont trouvé un ordinateur portable et l'utilisent comme planche à découper. Et pour que nous ne nous en rendions pas compte, quelqu'un a très soigneusement passé un marteau dans tous les musées du monde. Ce mensonge perdure encore aujourd'hui. Réfléchissez. Pourquoi, lors de tout conflit moderne au Moyen-Orient, les musées sont-ils les premiers à être pillés? Pourquoi des villes anciennes, comme Palmyre, sont-elles détruites? Qui sont dérangés par de vieilles pierres? Il ne s'agit pas d'or, il s'agit d'information. Là, dans les réserves de Bagdad et du Caire, étaient conservés des artefacts qui n'avaient pas été détruits au XIXe siècle. Des artefacts avec des visages intacts. Des artefacts montrant le lien de la Terre avec l'espace. Il fallait les retirer et les cacher, avant que des chercheurs indépendants, avec des caméras et Internet, ne les atteignent. La guerre contre le passé continue en ce moment même, en direct. Et nous pensons que c'est une lutte pour le pétrole. Maintenant que nous avons pris conscience de l'ampleur de la falsification de l'architecture et de l'histoire, plongeons-nous dans la pièce la plus sombre de ce labyrinthe. Parlons de biologie et de la raison pour laquelle la destruction des visages n'était pas seulement un acte politique, mais un acte d'espèce. Regardez-vous dans le miroir, puis observez les proportions de ces mêmes statues antiques, même dépersonnalisées. Voyez-vous la différence? Il ne s'agit pas d'une idéalisation artistique, il s'agit de paramètres physiques. La largeur de la cage thoracique, la structure du corset musculaire, le rapport de la longueur des membres. Ces statues représentent des êtres qui étaient biologiquement plus parfaits que nous. On nous a inculqué que l'évolution va du simple au complexe, que nous devenons plus grands, plus forts et plus intelligents que nos ancêtres. Mais les faits crient le contraire. Nous sommes une branche dégénérée. Nous vivons 70 ans et passons la moitié de notre vie à lutter contre les maladies. Ceux dont les visages ont été brisés par les marteaux des envahisseurs vivaient probablement des siècles. Leur corps était conçu pour une atmosphère différente, une pression différente, une gravité différente. En leur brisant le visage, le système parasitaire ne cachait pas seulement une race, il cachait un standard. Il détruisait un étalon avec lequel nous aurions pu nous comparer et comprendre à quel point nous avions diminué. Imaginez un chenil où l'on élève des chiens de race. Pour qu'ils ne se sentent pas inférieurs, les propriétaires retirent toutes les images de loups, leurs ancêtres forts et libres. Nous sommes ces espèces décoratives dans la fourmilière humaine globale. Nous avons été élevés, réduits en taille. Notre potentiel génétique a été amputé et les capacités de notre cerveau, qui étaient autrefois la norme, ont été bloquées. Et les statues sont des rappels accidentels de ce que nous étions avant la sélection, avant que nous ne soyons réinitialisés. C'est ici que se trouve la réponse la plus effrayante à la question « Pourquoi ?». Le visage est le miroir de l'âme et de l'intelligence.
En brisant le visage, les geôliers de cette planète ont effectué une lobotomie symbolique sur l'ensemble de l'humanité. Ils ont transformé les sujets de l'histoire en objets de culte. Lorsque vous regardez une statue sans visage, vous ressentez une peur et une crainte subconsciente face à une force inconnue. C'est de la programmation psycholinguistique. Un dieu sans visage est un dieu effrayant. On ne peut pas le regarder dans les yeux. On ne peut pas négocier avec lui. On ne peut que lui obéir. Ce fut une opération d'effacement de la mémoire ancestrale. Si vous aviez vu le visage de Zeus ou d'Apollon et y aviez reconnu les traits de votre grand-père, vous auriez compris que vous êtes leur descendant direct. Vous vous seriez redressé. Vous auriez exigé le retour de l'héritage. Mais en regardant un morceau de marbre ébréché, vous ne voyez qu'une éternité froide, à laquelle vous n'avez aucun lien. On vous a convaincu que vous êtes des esclaves de Dieu, et non des enfants des dieux. Sentez-vous la différence? Un esclave n'a pas droit au bien du maître. Un fils, oui. C'est précisément pour nous priver du droit à l'héritage de la planète qu'ils ont pris les ciseaux. La théorie des catastrophes cycliques l'explique comme un mécanisme de récolte. Imaginez qu'une civilisation se développe jusqu'à un certain niveau, atteigne le summum de la technologie et de la croissance spirituelle, puis survient la grande moisson. Ils arrivent, où un mécanisme naturel de purification se met en marche. Les villes se vident. Et puis une nouvelle fournée de biomasse, nous, est introduite dans les ruines. On nous donne des bribes de connaissances, des livres réécrits et une religion de soumission. Mais les pierres restent. Et pour que la nouvelle fournée ne devine pas qu'elle n'est pas la première ici, et très probablement pas la dernière, les traces de la fournée précédente sont soigneusement nettoyées. Les nez cassés sont le sceau du silence. C'est la signature du censeur sur le corps de l'histoire. Mais il y a un autre aspect qui met mal à l'aise. Les expériences génétiques. Peut-être que de nombreuses statues ne représentaient pas exactement des humains. Chimères, centaures, hommes à tête de chien, nous considérons cela comme des mythes. Mais que se passerait-il si c'était la réalité de l'ingénierie génétique du passé? Et si notre monde était peuplé de dizaines d'espèces intelligentes qui coexistaient? Et la force qui a pris le pouvoir prône le principe de pureté et d'unification. Ils ont détruit toutes les espèces sauf une, la plus obéissante et la plus facile à contrôler, c'est-à-dire nous. Ils brisaient les visages des statues de bêtes hommes et de géants avec une fureur particulière, afin que nous nous considérions comme le summum de la création et la seule forme de vie intelligente dans l'univers. Cela nous crée un sentiment de solitude et de désespoir. Nous sommes enfermés sur cette planète et nous n'avons nulle part où fuir. Et si nous savions qu'il y avait autrefois un port intergalactique et un creuset de races ici, nous commencerions à chercher une issue. Nous commencerions à chercher des technologies de déplacement et non des moyens de brûler des hydrocarbures. Souvenez-vous du sentiment que vous avez en sortant d'un musée. Fatigue, vide. Ce n'est pas un hasard. Les musées ne sont pas des dépositaires de la mémoire. Ce sont des cimetières de la vérité. Tout y est arrangé de manière à vous embrouiller, à brouiller la chronologie, à mélanger les époques. Les visages brisés vous regardent depuis les vitrines, et ce cri silencieux pénètre votre subconscient. C'est un traumatisme transmis de génération en génération. Nous sommes une civilisation atteinte du syndrome de stress post-traumatique, qui ne se souvient pas de l'événement le plus traumatisant. Mais le système a échoué. Ils n'ont pas pu tout détruire. L'ampleur de la construction était si colossale que même une armée d'1 million de falsificateurs n'aurait pas eu assez de mains pour effacer chaque bas-relief. Ici et là, des artefacts avec des visages intacts refont surface.
Et ces visages nous regardent avec reproche et espoir. Ils sont comme des capsules temporelles, laissées pour ceux qui pourront se réveiller. Demandez-vous pourquoi le thème de la numérisation et de la réalité virtuelle est si activement promu ces dernières années. Parce que la réalité physique est pleine d'indices. Les pierres ne savent pas parler, mais elles ne savent pas non plus mentir. Et dans le monde numérique, on peut dessiner n'importe quelle histoire. On peut effacer définitivement les visages en les remplaçant par des avatars. Nous sommes au seuil d'une nouvelle étape de nettoyage. Ce qui était fait avec des marteaux au XIXe siècle est fait aujourd'hui avec des algorithmes au XXIe. L'histoire est réécrite à nouveau, sous nos yeux, et nous risquons une fois de plus de perdre notre visage, cette fois au sens numérique. La colère que vous ressentez actuellement est la bonne réaction. C'est l'éveil de la mémoire génétique. On vous a menti sur votre origine. On vous a fait croire que vos ancêtres étaient des sauvages qui couraient après les mammouths avec des bâtons, alors qu'ils construisaient des forts stellaires et maîtrisaient l'énergie de l'éther. On vous a volé, en vous privant de la mémoire de la grandeur. Et comprendre cela est le premier pas pour cesser d'être du bétail dans le rang clos.